Bonjour amis des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui c'est l'heure du bilan pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Pour la première catégorie du menu Automne frissonnant, j'avais choisi le livre La voleuse sans ombre d'Emily G. L'histoire débute avec Melké, elle a la capacité de se rendre invisible et vient de voler un collier d'une valeur très précieuse à la famille Salvere. Seulement Bastien Salvere a un chien et il a un lien très particulier avec ce chien. Il peut communiquer de manière télépathique et quand ce chien ressent la présence de Melké, Bastien se met tout de suite à la poursuivre. Dans ce livre qui parle de voleurs, je m'attendais à de l'aventure, de l'action, de la magie et plein de péripéties. Mais non, tout se passe dans une ferme, une sorte de huis clos, au chevet d'un mourant. L'histoire se focalise donc sur les interactions entre les personnages, qui sont dans l'ensemble plutôt assez bien faits, mais que de longueur. Après la mise en place du début de l'histoire, on passe environ 150 pages au chevet d'un mourant, puis l'auteur nous offre quelques informations pour faire avancer l'histoire et l'intrigue, puis on repasse 50 pages au chevet d'un mourant, à enfin un peu d'action, pour au final repasser au chevet d'un autre mourant, avant de parvenir laborieusement au dénouement final. Bref, si vous êtes d'humeur dépressive, je ne vous conseillerais peut-être pas cette lecture en priorité. Je ne dirais pas que ce livre est mauvais ou que j'ai passé une mauvaise lecture, non, il y a des bonnes choses dedans, comme les relations entre les personnages, les créatures magiques, les pouvoirs des différents personnages. On sent que l'auteur a créé un univers derrière, mais je suis ressortie de cette lecture comme si nous, lecteurs, n'avions pas le droit d'y accéder. L'histoire aurait pu être très vaste, mais au final se cantonne à une ferme. Une lecture un peu mitigée donc pour une histoire qui aurait largement pu se clôturer en 200 pages et non 400. Pour cette deuxième catégorie, j'avais choisi le tome 1 de la saga des sorcières Mayfair, Le lien maléfique d'Anne Rice. Rowan Mayfair est neurochirurgien. Un jour, elle prend son bateau et découvre un corps flottant au milieu de la mer. C'est Michael Curie et on peut dire qu'il est en train de vivre une expérience de mort imminente. Rowan parvient à le secourir, seulement à son réveil, Michael découvre qu'il possède de mystérieux pouvoirs. Le lien entre Rowan et Michael, c'est qu'ils sont tous les deux originaires de la Nouvelle-Orléans. Oui, mais voilà, Rowan a été adoptée et elle ne sait rien de sa vraie famille. Dans ce livre, Anne Rice nous présente une famille de sorcières, celle des Mayfair, et qui s'étend sur plusieurs générations. Beaucoup de mystères tournent autour de cette famille, des mystères qui nous sont révélés petit à petit au cours d'une longue généalogie. Oui, parce que voilà, Anne Rice, elle aime bien rentrer dans les détails. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, pour avoir lu certains de ses livres, j'avoue que je suis habituée, même si là, elle a quand même fait fort avec une chronologie qui doit prendre au moins un tiers du bouquin. Donc évidemment, au début, en rentrant dans la chronologie, j'étais contente parce qu'on allait en apprendre plus, mais quand je suis arrivée sur la fin avec la dernière sorcière, j'ai eu l'impression d'être sortie d'un marathon lecturesque. Après, la plume d'Anne Rice est toujours aussi saisissante, donc bon, je lui pardonne ces quelques longueurs. Ma lecture a été un plaisir et Anne Rice m'a plongée dans une histoire d'horreur absolue. Car oui, avec elle, les sujets tabous ne sont jamais bien loin, et les sorcières ne sont pas toutes gentilles ou toutes méchantes. C'est donc avec un réel plaisir que je poursuivrai la lecture de cette trilogie, car ce livre-là m'aura autant fait vibrer que ceux sur ces vampires. Pour la troisième et dernière catégorie du menu automne frissonnant, j'avais pris Les Mémoires de Vanitas, le tome 6. Dans ce tome, Vanitas et Noé ont quitté Paris pour aller enquêter sur la bête du Gévaudan, qui d'après les rumeurs serait un vampire maudit. Mais l'église et les chasseurs sont aussi sur le coup. Bon, avec ce manga, pas de surprise, c'est toujours un plaisir de suivre les aventures de Vanitas et Noé, même si Vanitas est peu présent dans ce tome car il est séparé de Noé. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié les moments où Vanitas ne veut pas avouer qu'il s'inquiète pour Noé, c'était plutôt mignon. Dans ce tome, nous suivons donc plus le personnage de Noé au sein du château de Chloé et de son acolyte Jean-Jacques. Beaucoup de flashbacks et de révélations sur leur histoire, on y découvre même qui se cache derrière la bête du Gévaudan. Petite anecdote amusante, j'ai découvert que derrière la couverture, il y avait des scènes bonus. C'est en sortant le livre de mon sac que la couverture a glissé et que j'ai découvert ces fameuses scènes. Je ne m'en étais jamais aperçue car d'habitude on a la même couverture que sur le dessus mais en noir et blanc. Et du coup quand j'ai découvert ça j'étais trop contente, j'avais l'impression que c'était Noël avant l'heure et je me suis empressée d'aller voir les autres tomes pour découvrir ce qu'il y avait derrière. Pour la première catégorie du menu automne douceur de vivre, j'avais pris
Les ombres d'Halloween de Shannon Drake. Meghan et Finn sont en couple, mais Meghan et Finn viennent de se séparer. Meghan retourne vivre auprès de sa famille à Salem et Finn décide de tout faire pour la récupérer. Il fait le voyage depuis la Nouvelle-Orléans et si sur place il arrive à se réconcilier avec Meghan, il va vite se rendre compte que les personnes qui l'entourent ne leur veulent pas forcément que du bien. Les ombres d'Halloween a été écrit par Shannon Drake, autre nom de plume d'Heather Graham. Ce livre fait partie de sa série sur les vampires et comme je ne le savais pas avant ma lecture, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à retrouver des vampires dans cette histoire. On va dire que la majeure partie du récit se déroule comme un thriller où l'on ne sait pas si l'élément fantastique est réel ou non, donc quand tout commence à se déclencher, c'est un peu déroutant. En tout cas, même si elle fait partie d'une série de 7 livres, chaque histoire est indépendante, on peut juste recroiser certains personnages au fil de chaque histoire. Les ombres d'Halloween n'est peut-être pas une histoire qui restera gravée dans les annales, mais elle reste quand même sympathique à lire, surtout en période d'Halloween, car elle possède tout le folklore de cette fête et de Salem dedans. Pour la deuxième catégorie de ce menu, j'avais pris un livre jeunesse, le premier tome de la série Grisha. Alina et Mal sont des amis inséparables, ils ont vécu tous les deux dans le même orphelinat, puis se sont engagés dans l'armée. Elle comme cartographe, lui comme tracker. Un jour, ils doivent se rendre en expédition dans le Shadowfold, une faille qui divise le royaume de Ravka en deux, mais surtout une faille qui est plongée dans les ténèbres et qui accueille des créatures quelque peu maléfiques. Leur expédition vient rapidement au fiasco, Mal sauve la vie d'Alina, puis Alina sauve la vie de Mal, sauf que une étrange lumière jaillit d'elle. Au début du challenge, j'avais quelques doutes par rapport à cette histoire, mais au final, j'ai été très agréablement surprise par cette lecture. J'ai beaucoup aimé l'ambiance russe de cet univers et le système des magies des Grisha avec leurs différentes castes. L'histoire souffre de quelques clichés, notamment concernant l'aspect du méchant ou encore de la prédominance de la beauté dans le récit, sauf évidemment l'héroïne qui se trouve moche mais qui au final va devenir belle. Mais bon, mis à part ces quelques détails, l'univers est très plaisant à découvrir et facilement abordable pour des non-habitués à la fantaisie. Pour la troisième catégorie du menu automne douceur de vivre, j'avais pris le manga Dédale de Takamichi. Deux colocataires travaillant pour une société de jeux vidéo se retrouvent plongés dans un monde parallèle, sorte de labyrinthe fait de bâtiments étranges aux pièces presque vides et à l'organisation structurelle défiant toute logique. Un monde inspiré par les jeux vidéo et dans lequel certains monstres géants apparaîtraient de nulle part pour dévorer quelques pièces. Le début est des plus surprenants, je m'attendais à ce qu'il y ait un passage dans notre monde à nous, mais en fait pas du tout. Le récit commence directement dans le monde parallèle. On ne sait pas ce qui se passe, ni pourquoi les personnages sont là, ni qui elles sont. C'est comme si le lecteur, à l'instar du duo, se retrouvait plongé dans un monde inconnu. On ne sait rien et on est aussi dérouté qu'elle. Reika et Yoko est un duo contraire mais qui fonctionne bien. Reika est enthousiaste mais peu sociable. Quant à Yoko, elle est plus à l'aise socialement, mais moins enthousiaste à découvrir son nouvel environnement. Graphiquement, j'ai beaucoup apprécié le design de Yoko, loin des critères de beauté conventionnels et qui sont aussi peu représentés dans les mangas, surtout pour un personnage principal. Donc je tenais à souligner l'effort de l'auteur, même si malheureusement Reika est quand même plus présente que Yoko. J'aurais préféré un traitement plus égalitaire entre les deux personnages. Il me serait bien passé des moments où Reika se balade en maillot de bain ou serviette de bain, mais bon, fanservice oblige. Par contre, en ce qui concerne le dénouement de l'histoire, j'ai là aussi été plutôt surprise. Je m'attendais à quelque chose qui resterait plus en lien avec notre société, notre monde réel, mais au final c'est parti dans quelque chose de complètement barré et c'est pas plus mal. C'est une lecture qui aura donc été à la fois surprenante et déroutante. Pour cette quatrième et dernière catégorie du menu automne douceur de vivre, j'avais choisi La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams. Dans cette histoire, nous suivons un jeune chat, Fritty Pistefouet, dont la petite amie Pâte Feutrée disparaît du jour au lendemain. D'autres disparitions surviennent dans la communauté et une ambassade va être envoyée à la cour des chats. Malheureusement, Pistefouet est trop jeune pour y participer, mais prenant son courage à deux mains, il décide de partir seul à la recherche de Pâte Feutrée. Alors maintenant que j'ai lu ce livre, je comprends mieux pourquoi on le compare à Tolkien. C'est l'histoire d'un personnage plutôt jeune qui part en quête, qui va rencontrer des compagnons. Il y a même un monde où il se passe des choses assez bizarres et qui peut faire penser à l'Entre-deux Sauron. Donc oui, le scénario en lui-même n'est pas bien original, mais l'auteur a su créer un monde enchanteur avec ses légendes, ses poésies, avec des références assez drôles comme l'explication de la castration des chats ou encore pourquoi ils ont peur de l'eau. On apprend aussi dans leur univers comment sont apparus les humains, car oui, ils sont aussi présents. Je pensais qu'il y aurait que des chats, mais non, les humains sont là aussi. Et les chats nous expliquent comment les homos ou les gros sont là pour les servir eux, les chats.
Ce récit a un univers qui a su me faire sourire, les attitudes et les comportements des chats sont très bien retranscrits, il n'y a pas d'anthropomorphisme. Au final, comparé à ce que j'en avais pensé au début du challenge, ça a été une agréable surprise et donc une très bonne lecture. Pour la première catégorie du menu Automne enchanteur, j'avais sélectionné le livre Fairy de Raymond Hiphust. Fairy, c'est l'histoire de la famille Hastings qui déménage dans une vieille ferme isolée pour se ressourcer. Ils s'imaginaient au calme, loin de l'agitation de la ville, mais leur petit bonheur champêtre va vite s'étioler. Une présence rôde dans les bois, menaçante, dérangeante, qui va tour à tour s'en prendre à chaque membre de la maisonnée. Alors Fairy, j'avoue que c'est une petite déception pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors pas par rapport au côté maléfique des fées, ça je l'avais bien cerné, mais c'était plus par rapport à la tournure de l'histoire en elle-même. Je ne sais pas pourquoi, mais je croyais avoir lu une histoire de guerre dans la 4e de couverture, mais après l'avoir relu après coup, je me suis aperçue que non. Donc je ne sais pas si j'ai confondu avec un autre livre ou si j'ai juste fumé. Mais du coup, en abordant ce livre, j'imaginais une histoire de guerre entre les humains et les fées, avec carrément des bouts de cadavres qui volent dans tous les sens. Mais non, en fait, c'était pas du tout ça. Là, on a plus un récit qui penche vers le thriller horrifique. Mais bon, à part quelques scènes, il n'y avait pas grand chose de terrifiant à lire. Il y a quand même une scène de viol, donc je préfère quand même le signaler pour ceux qui auraient du mal à lire ce genre de passage. Mais après, je ne sais pas si c'est parce que je me suis pas attachée au personnage, mais j'ai pas eu beaucoup peur pour eux. À part peut-être Sean sur la fin qui m'a fait un peu vibrer. C'est peut-être le seul aussi qui a un peu de sensibilité. Donc bon, les autres sont vraiment trop lisses, très famille parfaite, riche et beau. Un peu trop caricatural pour moi. On dirait une famille sortie tout droit de vieilles séries télé comme Santa Barbara. Donc du coup j'avais un peu du mal à aborder l'histoire avec un aspect sérieux. Après, c'est un roman qui a été écrit dans les années 70, donc on ressent bien la patte américaine de l'auteur, mais même au niveau du côté féerique, j'ai été un peu déçue. Je pensais que là aussi, ce serait la famille qui serait propulsée dans l'univers féerique, mais en fait pas du tout. La majeure partie du roman se déroule dans notre monde à nous, et le côté féerique doit représenter peut-être 5% et encore. Dommage parce que du coup, c'était le côté qui m'intéressait le plus. Après, c'est le premier roman que j'ai lu de Raymond Hiphust, donc bon, je vais quand même essayer sa fantaisie parce qu'il est quand même connu pour ça. Et si là je n'accroche toujours pas, ben ça voudra dire que je ne suis pas faite pour le style de cet auteur. Pour la deuxième catégorie de ce menu, j'avais pris L'autre côté du rêve d'Ursula Le Guin. Dans cette histoire, nous suivons George Orr et George est désemparé. Il fait des rêves qui modifient la réalité. Il en vient à avoir peur de dormir et va aller jusqu'à prendre des drogues pour ne plus rêver. Obligé de rentrer dans l'illégalité pour récupérer ses médicaments, il se fait découvrir par les autorités et est contraint de suivre un suivi thérapeutique. Il va rencontrer le psychanalyste Dr Aber, qui d'abord dubitatif quant aux révélations de son patient, va vite changer d'avis. Après une séance de rêve sous hypnose, le psychanalyste se rend compte de certaines modifications dans la réalité. Au lieu d'aider Georges à se débarrasser de son don, il va plutôt l'utiliser pour modeler le monde à sa façon. Pour un livre publié dans les années 70, j'ai trouvé que malheureusement il était encore bien d'actualité. Conflits, pollution, surpopulation, discrimination. Mais le livre parle aussi de la relation entre psychanalyste et patient et celle de l'emprise. L'onirisme est aussi bien présent dans ce texte, c'est le genre de SF que j'affectionne particulièrement bien. On n'est pas submergé par les termes scientifiques. On a aussi hâte de découvrir la fin, même si j'avoue que je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. Georges a une discussion avec un étranger qui sous-entend quelque chose d'assez direct et au final il se passe complètement autre chose. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui ait lu ce livre pour qu'on puisse confronter nos idées et voir si j'ai bien compris ou pas. Et enfin, pour la dernière catégorie du menu Automne enchanteur, j'avais pris Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc là, c'était le format poche, donc la partie 2. Dans le prieuré de l'Oranger, nous suivons plusieurs personnages dispersés à travers le monde. À l'ouest, la maison Bérénette règne sur l'Inis depuis près de 1000 ans. C'est un royaume où la monarque est vénérée, car seule son existence pourrait empêcher le retour du sans-nom. À l'est, nous retrouvons la Seiki, un peuple qui vénère les dragons comme des dieux. Entre l'est et l'ouest, les relations ne sont pas au beau fixe, voire carrément hostiles ou inexistantes. L'Ouest considère les Estriens comme des hérétiques adorateurs de dragons, et l'Est refuse les relations avec l'Ouest car ils ont peur du retour d'une maladie qui vient de chez eux,
La peste draconique. Entre les deux continents se trouve l'Abysse, un vaste océan dans lequel s'apprête à se réveiller le sans nom, la plus grande menace de la planète, un dragon dont le seul but serait de détruire l'humanité. Alors pour moi, Le Prieuré de l'Oranger a été une lecture sympathique, mais pas à la hauteur de tout le bruit qu'on a fait sur ce livre. Certes, l'univers en lui-même est très riche, il y a de bonnes idées, des messages de tolérance, d'ouverture d'esprit, des relations homosexuelles sont présentées et il y a un certain féminisme dans cette histoire, donc ça donne un souffle de modernité à cet univers médiéval. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec l'aspect très bisounours. Certains le classent en récit adulte, mais personnellement je ne trouve pas. On est vraiment là dans le genre de la young adulte. Ensuite, pour moi, il manquait un petit quelque chose pour que ce roman devienne vraiment fort par rapport à l'écriture. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la VO ou de la traduction, mais pour moi ça manquait clairement d'émotion. Les personnages ne m'ont pas emporté, à part Ehad, Tané et peut-être Sabran, les autres n'ont pas de caractère propre, ils sont un peu fades et c'est un peu dommage pour l'histoire en elle-même. En fait, dans cette histoire, il y a plein de bons éléments et c'est un peu frustrant que l'écriture et la narration en elle-même ne soient pas à la hauteur du récit. Si on avait été dans un conseil de classe, j'aurais dit c'est bien, mais peut mieux faire. Passons à présent au menu automne des mystères, avec la première catégorie où j'avais pris une revue, un numéro d'Éterval. Alors dans ce numéro, Enigma, nous avons 8 nouvelles sur le thème des enquêtes policières. La première nouvelle, celle de Laetitia Beau, Élémentaire Mon cher Poupson, est une nouvelle de science-fiction où l'histoire se passe sur la Lune, avec des personnages poulpes, hommage à Lovecraft. Les personnages sont tous des poulpes, mais j'ai eu un petit problème avec leurs noms, car leurs noms sont tous en poulpe aussi. Poulpington, Poulpestein, Marie Poulpe. Non, bon, il n'y avait pas Marie Poulpe, mais bon, comme ils avaient tous un nom en poulpe quelque chose, j'avoue que parfois ça m'embrouillait un peu pour me souvenir qui est qui. Le deuxième texte, celui d'Agathe Tournois, Double don, est un texte plutôt tourné vers le fantastique, avec des personnages qui ont des dons, comme la téléportation, télékinésie, etc. Et ce qui m'a le plus surpris dans cette nouvelle, c'est les têtes de lit. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas c'était assez original et décalé. Par contre, petit bémol, il s'agit d'un texte avec un meurtre qui se passe dans une pièce fermée, tout comme le premier texte. Ce n'est pas de la faute des auteurs, mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage de retrouver 2 fois le même gimmick dans la revue. La troisième nouvelle est le cas de Percy Robert de Julie Limoges, un texte fantastique tourné vers les mondes parallèles et les fantômes. Je n'ai pas du tout aimé les 2 personnages principaux et leur relation de coéquipiers qui se lancent des pics à tout va, mais le reste de l'univers et l'histoire étaient plutôt intéressantes à suivre. Ensuite, passons à la nouvelle d'Helena Kent, Colombe et les fleurs de lave, un texte tourné fantasy. Le cas d'un meurtre dans un monde de fées, gnomes et lutins. Je n'ai pas du tout été emballée par l'écriture, mais par contre j'ai trouvé que les illustrations de Dida pour accompagner ce texte étaient par contre, elles, magnifiques. Enfin, la cinquième nouvelle, Le pince sans rire d'Andrea Delac. Alors comme dit dans la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, c'était la nouvelle que j'attendais le plus dans cette revue, comme Andrea Delac était mon auteur chouchou dans la liste. On a un texte cette fois de science-fiction, avec une enquête qui se passe dans un lieu clos, celui d'un vaisseau. Comme d'habitude, j'étais emportée par son style d'écriture. Par contre, j'avoue avoir été un peu déçue par l'histoire en elle-même. Pour moi, il y avait de termes trop médicaux à mon goût. Bon, après, Andrea Delac est médecin, donc ça se comprend, mais comme on est un peu néophyte, j'avoue que ça me sortait de ma lecture. Donc malheureusement, cette fois-ci, la nouvelle d'Andrea Delac ne sera pas ma préférée. Nous avons ensuite Les Pétrophages d'Arabesque de Jonathan Mirel, là aussi un texte de science-fiction, mais qui aborde les sujets environnementaux et les groupes activistes. J'ai beaucoup aimé donc les thèmes abordés et surtout la fin pleine d'action. La 7e nouvelle, Un criminologue presque parfait de Jonathan Grandin, est un texte qui se passe dans un monde futuriste, dans une prison, avec entre guillemets une enquêtrice et son prisonnier. J'ai beaucoup aimé cette ambiance de huis clos et surtout la chute de la nouvelle qui était plutôt intéressante. Enfin, la dernière nouvelle, Le Fadet, Licorne et l'œuf d'or de Manu Bress, n'est disponible que dans la version numérique de la revue. C'est un texte de fantaisie, mais j'ai trouvé qu'il dénotait par rapport aux précédentes nouvelles de la revue, car là nous avons un registre clairement plus humoristique. C'était sympa, mais j'avoue avoir quand même préféré celle de Agathe Tournois avec Double don et ses personnages doués de dons parapsychiques. Pour la deuxième catégorie de ce menu, j'avais sélectionné
Boudica de Jean-Laurent del Socorro. Boudica, ou encore appelée Boadicée, était une reine celte, celle du clan des Icènes ou Icénie. Elle est célèbre pour s'être révoltée contre les légions romaines qui occupaient la Grande-Bretagne à cette époque. Je ne connais pas grand-chose sur elle, donc je ne pourrais pas dire si le livre est fidèle au personnage, et je me contenterai juste de juger cette histoire comme une œuvre de fiction. Dans ce livre, Jean-Laurent del Socorro nous retrace la vie de Boudica, de sa naissance jusqu'à sa mort en l'an 61. Je ne pensais pas avant ma lecture que ce livre me passionnerait autant. En fait, je n'ai pas vu les pages défiler. J'ai adoré le personnage de Boudica, cette enfant insolente qui a du mal avec les mots et qui, au fil des expériences, apprend à prendre sa place. Le récit est à la première personne, donc on ressent encore plus les états d'âme de Boudica, une femme guerrière mais qui a aussi ses fragilités intérieures et qui parvient à s'imposer face aux Romains alors que eux ont une société où les femmes n'ont même pas le droit de combattre. Dans ce livre, la part ésotérique y a aussi sa place, on y retrouve mythologie celtique, rituels druidiques ou encore des passages dans le monde des rêves. Dans ce livre se côtoie donc une part d'onirisme et une autre de violence qui a su me convaincre. Même si je savais à l'avance comment la vie de Boudica s'achevait, l'auteur a réussi à m'émouvoir grâce à la personnalité qu'il a insufflée au personnage et aussi grâce à son style d'écriture qui est limpide et entraînant. Pour la troisième catégorie du menu Automne des mystères, j'avais choisi Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Dans ce livre, on suit l'histoire de Kaori, une orpheline élevée par sa grand-mère dans une communauté d'artistes vivant sur les monts d'automne. Issue d'une famille de conteuses, Kaori n'a pas connu le ravissement, l'émergence de son don de conteuse et se contente donc d'être une danseuse. Un jour, sa grand-mère décède et Kaori hérite d'un étrange objet, un rouleau de calligraphie. Sauf que l'écriture et tout objet s'y rapprochant sont strictement interdits dans son monde. Rien qu'à le posséder, Kaori encourt la peine de mort. Mais poussée par la curiosité, la jeune fille va entamer un long périple afin d'en apprendre plus sur cet étrange héritage. Quitter les monts d'automne est un livre onirique commençant par un début plutôt fantasy avec une planète pré-technologique et une société s'inspirant du Japon médiéval pour finir en space opéra avec créatures et peuples étranges. Avant ma lecture, je me demandais si ce changement d'ambiance allait me perturber, mais en fait pas du tout, j'ai trouvé que l'auteur le faisait en douceur. Quand Kaori arrive en ville, puis après à pavaner dans la capitale, la technologie fait peu à peu son apparition, jusqu'à son apothéose et l'arrivée dans l'espace. J'ai donc trouvé que la transition se faisait crescendo et en douceur. J'ai aussi beaucoup aimé le style de l'auteur poétique et ses descriptions. Par contre, je n'ai pas du tout aimé le viol. Par rapport à ce qu'il se passait avant, j'ai trouvé que ça cassait complètement l'ambiance et ça m'a un peu saoulée. Je veux bien que l'héroïne soit naïve, mais il y avait peut-être d'autres genres de situations pour le montrer. Là, j'ai trouvé qu'entre guillemets, c'était cédé à la facilité. Puis j'ai aussi eu du mal avec le caractère de Kaori, qu'on nous décrit tantôt comme une enfant insolente et fougueuse, alors que dans tout le récit, elle se fait porter de personnage en personnage. Je ne l'ai pas trouvée très active. Puis la fin m'a laissée sur ma faim. Je me suis sentie un peu frustrée, c'est le genre de fin qui nous fait passer toute l'histoire pour une introduction. La révélation de la cause qui enclenche toute cette histoire n'est pas très originale et surtout on n'a pas de réponse à toutes les situations. Donc bon, dans ce livre, j'aurais beaucoup aimé le voyage, mais pas son terminus. Enfin, pour la dernière catégorie de ce dernier menu, j'avais pris Paris des merveilles de Pierre Pével. Dans Paris des merveilles, nous rencontrons un Paris où se mélange belle époque et imaginaire. Le royaume d'Outre-Monde, là où se côtoient fées, lutins, gnomes, dragons et bien d'autres créatures, a fait son coming out et s'est révélé au commun des mortels. Du coup, il n'est pas rare de croiser dans Paris bien des créatures féeriques ou autres petites excentricités, comme la tour Eiffel faite de bois blanc qui chante à la pleine lune. Dans ce livre, nous suivons les aventures de Louis Denisard Hippolyte Griffon, un mage du cercle saillant, et d'Isabelle de Saint-Gilles, une baronne adepte des vols en tout genre. Si ce livre avait tout pour me plaire, il a été une immense déception pour moi. Avec tous les avis dithyrambiques à son sujet, je me faisais une joie de le lire, surtout que j'adore les univers steampunk, mais hélas, je n'ai pas du tout accroché. Décidément, c'est comme Fairy, il ne faut vraiment pas que j'aie d'attente avant de lire un livre. Je n'ai pas accroché au personnage, mis à part celui de la baronne. Le style de l'auteur et certaines constructions de phrases m'ont paru parfois un peu étranges. Quant à l'histoire et aux intrigues en elles-mêmes, elles ne m'ont pas plus embarqué que ça. Ce livre comprend l'intégrale de la série, donc 3 tomes dans lesquels se résout une enquête différente, et si à chaque fin de tome on a le droit à un bouquet final, pour le reste, je n'ai pas été happée. C'est dommage parce que j'ai trouvé l'univers fantastique, l'outre-monde qui se mélange à notre monde, toutes les petites fantaisies,
mais en ce qui concerne les enquêtes, je les ai trouvées un peu fades. Tout est résolu très vite et ce qui m'a un peu agacée, c'est que Griffon et la baronne comprennent toujours tout mieux que tout le monde. Mieux que les policiers eux-mêmes, mieux que la reine des fées. C'est à se demander à quoi ils servaient, à part faire figuration. Donc globalement, je suis déçue, le décor est super joli, mais le fond en lui-même ne m'a hélas pas emporté. C'en est donc tout pour mon Pumpkin Autumn Challenge 2021. Au final, des lectures que j'attendais avec impatience comme Fairy ou encore Paris des Merveilles m'auront plutôt déçue, tandis que d'autres dans lesquelles je n'avais pas du tout d'attente comme Boudica ou La légende du noble chat Pistefouet m'auront complètement emporté. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir visionnée. Si tu as participé au challenge, j'espère que tu as fait de belles lectures. Et en attendant, si tu souhaites faire plaisir à Cactu, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. A bientôt et prenez soin de vous.